Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à tous et à toutes. Ici Jocelyne Adrian-Meptoul, depuis l'ONU à New York, qui célèbre cette année les 30 ans de la Conférence mondiale des femmes de Pékin, en 1995, qui a constitué une étape historique dans l'évolution des droits des femmes au niveau international. En effet, les 189 pays rassemblés à Beijing ont unanimement promis de, je cite, faire progresser ces objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes dans le monde entier. À l'occasion de ces 30e anniversaire, Femmes du Monde et réciproquement a choisi de réaliser sur place, au siège des Nations Unies, une série spéciale de 6 interviews portraits de femmes engagées des 5 continents, avec le soutien spécifique de la Fondation Raja Daniel Marcovici. Aujourd'hui, en direct de l'ONU à New York, nous rencontrons la Tunisienne Alem Bousserwel, qui a été longtemps secrétaire générale de l'Association tunisienne des femmes démocrates et qui continue à y exercer des fonctions électives sur les questions de culture, d'éducation et de jeunesse. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, chère Amel. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites ici ? Bonjour Jocelyne et merci pour cette belle invitation. Je suis Alem Bousserwel, comme vous venez de le dire. Je suis militante féministe en Tunisie et défenseur des droits humains et pour la liberté d'expression depuis plusieurs années. Brièvement, j'ai commencé avec le mouvement des étudiants en Tunisie avec l'UJET. Ensuite, j'ai intégré le monde professionnel et je suis devenue une des professionnelles des ONG. Mais à la base, je suis militante, comme je viens de vous le dire, activiste des droits des humains. Et jusqu'à aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable de bureau directeur chargé de l'éducation, culture et la jeunesse au sein de la TFD, qui est l'Association tunisienne des femmes démocrates, dont j'étais son ancienne secrétaire générale, une association qui a plus de 36 ans actuellement en droit des femmes et c'est une des premières en Tunisie. Donc je crois, Alem, que vous n'étiez pas à Pékin en 1995 parce que vous étiez trop jeune, n'est-ce pas ? Non, je l'étais pas. J'étais très jeune, même pas une douzaine d'années lorsqu'il y a eu le Pékin en 95. Mais au sein de notre association tunisienne des femmes démocrates, elle a une longue histoire avec la déclaration et le plan d'action de Pékin 95. Et d'ailleurs, je suis là dans le cadre d'une mission que l'association tunisienne des femmes démocrates mène suite à un rapport alternatif ou comme on le dit, un rapport associatif d'évaluation de ce parcours de 30 ans et que nous sommes venus d'ailleurs présenter au sein de la CSW et avec un événement avec nos partenaires qui sont la Fédération internationale des droits humains et l'Alliance féministe francophone. Juste pour dire à Pékin quelque chose qui est très importante, c'est que Pékin 95, sa déclaration, a toujours animé la TFD parce que l'Association tunisienne des femmes démocrates, elle a organisé le premier séminaire maghrébin pour préparer les recommandations des femmes maghrébines pour y aller à Pékin et c'était en 92, si je me trompe pas, et sur plusieurs rencontres ensuite régionales avec d'autres associations de la région. Au-delà de votre association, qu'est-ce que ça représente pour vous, Pékin, et pour votre engagement dans les droits des femmes ? D'abord, la déclaration, elle est venue des femmes. C'est-à-dire que différents mouvements féministes et différentes féministes et chercheurs et militantes et même des institutionnels et des représentants d'État ont eu le temps de réfléchir à la situation des femmes en ce moment-là et comment fallait faire et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour cela qu'il y a eu cette déclaration. Elle est née des besoins des femmes pour l'égalité. D'abord, on remarque bien que la déclaration elle est venue avec cette volonté de changer la réalité des femmes, mais aussi pour atteindre l'égalité pour toutes et de transformer cette volonté et cette envie en un truc plus réel, plus concret. Alors, avec 12 domaines qu'elle arrive, d'accord, elle a couvert pratiquement une grande majorité des besoins à l'époque. Elle a tracé une ligne, elle a mis un agenda pour les féministes de leurs attentes, de leurs objectifs qu'elles veulent atteindre et de créer ce qu'on appelle roadmap, une
carte de route, effectivement, et un document où les femmes se basent là-dessus pour demander, revendiquer leurs droits. Alors justement, comme vous le disiez, il y avait d'autres priorités critiques, allant de la pauvreté au pouvoir et à la prise de décision, de la violence contre les femmes en temps de paix comme en temps de conflit armé, jusqu'à l'environnement. Est-ce que pour vous tous ces points étaient pertinents ? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ? Y en a-t-il qu'il faudrait supprimer parce que les objectifs sont atteints ? En manque-t-il qui devraient être ajoutés aujourd'hui ? Je pense notamment au numérique ou à l'intelligence artificielle qui n'étaient pas encore dans nos radars en 1995. Moi, je crois que les 12 domaines sont tous pertinents. Je dirais pas de les éliminer, mais il y a certaines thématiques qui se répètent, attention, qui se répètent avec le temps et avec l'évolution des différentes générations des droits humains. On remarque qu'il y a une certaine nomination, même au niveau conceptuel, qui ne sont plus à jour, parce que c'est pas les femmes et le travail, c'est les droits socio-économiques des femmes. Et pour aussi donner un background, plus droits humains, en référentiel droits humains, et de passer avec une vision un peu plus holistique. C'est comme si c'est une prise en charge de toutes les problématiques des femmes. À l'époque, j'imagine, en 95, les 12 domaines étaient vraiment pionniers, c'est-à-dire c'était innovant d'en parler, parce que à l'époque, la déclaration parle quand même de femmes et médias, femmes et médias à l'époque en 95, alors que les femmes venaient faire leur premier pas dans la prise de décision dans les médias, qu'elles ont réfléchi leur représentativité, le fait que en 95 il y avait beaucoup quand même de guerres et surtout dans les pays de notre région MENA, et qu'aujourd'hui il y avait depuis ce temps-là les femmes, je ne dirais pas le pouvoir, mais je dirais la prise de décision et la participation politique. C'est ça ce que je dirais, c'est plutôt pas de suppression, d'agglutination, si comme on le dit, je dis le terme entre guillemets vraiment, de combiner certaines thématiques et d'en faire naître d'autres. Par contre, effectivement, la cyberviolence est une thématique complètement nouvelle. Mais attention aussi, parce qu'elle ne touche pas le monde entier. Attention, parce que durant beaucoup d'activités au sein de CSW, beaucoup d'événements et des séminaires, j'ai rencontré des copines, quelle que soit de la région ou du continent ou d'autres continents, qui nous disent « Vous êtes en train de débattre de la cyberviolence, nous sommes en train de débattre de la survie des femmes physiques. » C'est loin. Le gap est loin entre pouvoir continuer à respirer en tant qu'être humain et pouvoir se faire protéger pour une photo, un message. Ça ne veut pas dire que cette violence est moins importante, loin de là, mais qu'il y a effectivement des différences de priorité entre différentes régions, entre différents pays. Il faut dire que nous, en région MENA et Nord-Afrique, dans la région MENA, on est les derniers, selon le dernier rapport d'index de gender par région. Et dans votre pays, la Tunisie, et votre région, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, on sait que le contexte n'est pas spécialement favorable, comme globalement sur l'ensemble de la planète. Quels sont les enjeux politiques cruciaux, selon vous, en matière de droits des femmes dans la région ? Quelles sont les avancées notables et les reculs inquiétants ? Moi, je crois que il y a eu une évolution, effectivement, je vais le dire, au cadre normatif, ce qu'on appelle, et au cadre légal. C'est-à-dire, plusieurs pays ont levé pas mal de réserves sur la CEDAW, plusieurs pays ont levé complètement les réserves, d'autres pays ont commencé, par exemple, la Tunisie a déjà fait une loi de lutte contre les violences en 2017, mais on a d'autres qui ont fait d'autres lois, comme le Maroc, la Modawana, pour la famille, ainsi de suite. Il y a une volonté de faire évoluer les droits des femmes en termes législatifs. Sauf que je suis très inquiète. Pourquoi ? Parce que cette évolution que nous regardons depuis plusieurs années, d'abord, on sait bien qu'on ne va pas l'achever en 2030, donc je veux bien que le système onusien revient sur Terre et regarde de tout près l'agenda 2030, est-elle réalisable ou pas ? Et pour parler encore de notre région, on avait deux vitesses, celle du cadre normatif légal et celle des mentalités et des stéréotypes et de la culture et du social. Alors que les lois avançaient parce qu'il y avait une volonté, quelle que soit institutionnelle, associative ou d'intellectuelle, de faire avancer, de s'aligner au référentiel droits humains, et en même temps, est-ce qu'il y avait assez de dissémination, de vulgarisation et de travail sur les stéréotypes ? Ah non. Et je vais dire pourquoi. Parce qu'en Égypte, il y a encore la mutilation génitale. Elle est interdite par la loi. Et pourtant, les nombres et le chiffre, il est jusqu'à aujourd'hui effrayant. On parle bel et bien des droits des femmes en Tunisie, mais notre nombre de féminicides
Le nombre, il varie entre 25 jusqu'à 27-28 par année, sachant que c'est le chiffre qu'on arrive à capter. C'est-à-dire c'est un travail d'amateur associatif. Quels que soient nous les médias, c'est-à-dire on capte, on n'a aucun mécanisme officiel de coordination avec le ministère de la Santé, particulièrement pour avoir le nombre de femmes tuées. On n'a pas le... Ça, c'est d'une part. D'autre part, les violences sexuelles qui sont encore en train d'augmenter contre les femmes, et je cite, et je ne pourrais pas ne pas le citer, en Palestine, les personnes qui étaient tuées dans cette guerre, la majorité c'était des femmes. On est face à un gender apartheid, c'est vraiment une volonté d'exterminer, non seulement dans une guerre où il y a effectivement ce genre de violence, mais d'exterminer particulièrement les femmes. Et là, je le trouve vraiment très dangereux. Donc oui, on a bien évolué au niveau des speeches. Oui, on a bien évolué au niveau cadre normatif avec les Nations Unies. Oui, les pays du MENA ont évolué à mettre des efforts pour faire avancer leur cadre légal. Mais en réalité, la réalité des femmes est encore sombre. C'est vrai qu'elles ont libéré un peu l'espace et elles ont acquis, comment dirais-je, nous avons acquis un certain accès à l'espace public, mais nous sommes encore les moins représentés dans nos parlements. En Tunisie, la régression, elle est visible. On est parti de 37 à peu près % du dernier parlement à peine 12% dans ce parlement-là. C'est une chute libre. C'est une chute libre, mis à part qu'on a perdu, même si je dis qu'on a une évolution au niveau du cadre légal. Nous, on a eu une loi électorale quand même très importante avec le changement qu'on a effectué ces dernières années, et on a eu la parité horizontale et verticale en matière des élections. Cette parité, on l'a perdue en cours de route suite à des changements politiques et toute une volonté de ne pas laisser l'espace public aux femmes. Moi, je le trouve comme ça, c'est ça ma lecture. Le fait que de ne plus donner la parité et d'éliminer la parité d'une loi électorale déjà acquise, c'est une régression. C'est une régression. Oui, je sens votre colère dans votre voix et je le comprends. Il n'y a jamais eu autant de conflits armés dans le monde qu'aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale. 90% des victimes sont des civils et 2/3 de ces victimes sont des femmes et des enfants. CQFD, les femmes et les filles sont les premières victimes de guerre aujourd'hui. Effectivement, et moi je vais rebondir pour y aller de l'avant. On a le 1325, non ? Oui, la résolution 1325 est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui travaille sur les femmes, la paix et la sécurité. Et cette résolution a 25 ans cette année. Ouais. Et avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité, on a normalement le 1820. 1820, c'est le fait de dire que tout acte contre les femmes pendant les guerres et de criminaliser l'exploitation des femmes et les violences faites aux femmes en période de guerre et de reconnaître le viol en tant qu'arme de guerre. Aujourd'hui, ce cadre normatif assez évolué ou on va dire plutôt assez progressif, où on est par rapport à la réalité? Est-ce qu'il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui par rapport au 18-20, par rapport à ce qui se passe aux femmes congolaises? Est-ce qu'il y a une vraie reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé aux femmes palestiniennes et qui ont perdu la vie pendant cette guerre? Aujourd'hui, plus d'une centaine de pays ont des plans d'action femmes, paix et sécurité, alors qu'en 1995, il y en avait moins d'une dizaine. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui se met en place. Mais au prix de combien de violences sexuelles que subissent les femmes dans les conflits de manière systémique? Tant qu'on ne punira pas, tant qu'on ne sanctionnera pas les auteurs et les commanditaires, ça continuera. Voilà, à quoi sert d'avoir des résolutions et des traités et des conventions alors que l'impunité règne autant sur un niveau national lorsque on voit qu'il y a une femme qui était tuée par son mari ou par son compagnon et que finalement à peine on passe de 3 à 5 ans pour avoir gain de cause, c'est de l'impunité, c'est 5 ans, à ce que des femmes qui sont tuées lors de la guerre en Palestine ou lors des conflits armés qui sont en RDC actuellement. Ou au Yémen ou au Soudan, il y a toutes les guerres oubliées. Moi, je dirais autre chose sincèrement, en tant que, même si la Tunisie, elle se retrouve au point le plus nord du continent, moi je suis africaine et je suis de ce continent et j'ai l'impression que mon continent paye très 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 cher la facture
et les femmes de mon continent à qui je m'accroche vraiment, tellement il y en a des guerres, vous vous rendez compte, Jocelyne, qu'on n'arrive plus à les citer. Tellement il y en a, c'est pas parce qu'on les oublie, on a oublié les Yéménites, on a oublié les Soudanaises, non, mais parce qu'il y en a tellement que chaque jour on se réveille sur de l'actualité sanguine et de l'actualité très très violente envers les femmes, et que à quel prix. Donc j'aimerais bien, oui, croire que le CSW 69, avec sa déclaration qui était très prometteuse par rapport à d'autres, pourrait faire une avancée. Mais je reste réaliste en voyant le backlash, et parce que c'est du backlash, et ce n'est pas seulement dans notre région. Alors justement, à quoi est-ce qu'il faut s'attaquer pour avancer sur les 30 ans qui viennent, pour atteindre enfin l'égalité femmes-hommes, qui passe par l'éradication des violences sexo-spécifiques, qui passe par la parité, qui passe par tout ce qu'on sait déjà? Avant de vous répondre sur la question, et sincèrement je tiens à le dire, dans la génération d'égalité, le forum de génération... Forum Génération Égalité. Oui, il y a eu plusieurs organisations, et je crois que c'était même un des slogans de ce forum, c'est Stop Talking, Start Funding. Arrêtez de parler, commencez à financer. Et au CSW 69, j'ai eu l'impression que they are stop funding, they are start fighting, and they are don't stop talking. Ils ont commencé à ne pas financer, et les 4 funding, c'est un peu partout là, et la première chose qu'ils arrêtent à financer, c'est le genre, c'est l'égalité genre qui dérange apparemment, ou c'est le maillon le plus faible. Ensuite, ils ont commencé à parler, alors qu'on a dit arrêtez de parler et commencez à faire les choses correctement, c'est ça nos attentes de nos différents États. Et encore, ils sont sur le point de vraiment d'entrer dans des guerres, tellement le discours il monte. Dans tout ça, je vous réponds pour vous dire que pour y arriver, déjà, il fallait appliquer la première, d'accord? C'est-à-dire la déclaration de Pékin 95, elle aurait dû être appliquée d'abord pour qu'on puisse atteindre, chose qui n'est pas complètement appliquée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que les décideurs politiques dans nos différents pays, est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous écoutent? Parce que lever des slogans aussi quand même importants en disant stop talking, start funding, et que la réponse, on a des coupures de fonds dans différents pays, même les pays qui lancent des politiques féministes internationales dans différents pays européens. Alors que, dirais-je, de ma région à moi, qui est classée la toute dernière selon le rapport de genre, nous sommes la région avec 61%, ce qui est vraiment au plus bas presque de l'échelle. Alors pour les atteindre, il faut commencer par financer. Si vous aviez une seule recommandation, une seule priorité pour les 30 ans à venir, ça serait laquelle? C'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que j'allais dire, il faut commencer par financer, mais il y en a d'autres choses qu'il faut les faire. Je crois que je vais revenir à la base. Je sais que c'est très lent ce que je vais dire. Il faut financer la protection des femmes victimes de violences. Il faut éduquer jour au jour et d'une manière très urgente l'égalité genre, sinon on sera dans un monde complètement déséquilibré et barbare. Avant de conclure cet entretien, même si vous n'étiez pas à Pékin, vous savez comment c'était, les enjeux, on vous a raconté l'ambiance, l'enthousiasme, etc. Et puis c'était historique, vraiment historique. Qu'est-ce que vous pensez de cette CSW 69 qui se déroule aujourd'hui par rapport à Pékin? Est-ce que c'est un bel anniversaire? Quel est votre sentiment? Il y a une phrase française qui dit « il faut jamais insulter l'avenir », mais moi je ne compte plus revenir, sauf pour vraiment raison impérative, parce que je vais être très claire, j'ai encore les photos de notre association, comment elles ont fait le forum et le séminaire maghrébin pour préparer le Pékin. J'ai encore quelques photos dans notre nouveau centre de documentation de l'histoire féministe en Tunisie, et les débats qui ont existé hors vraiment des bureaux des Nations Unies étaient encore plus intenses. Je vais le dire, je suis désolée de ne pas mâcher mes mots, mais je l'ai trouvé, le CSW, celui-là, un peu fade, où les voix des femmes n'étaient pas libérées, vraiment. Trop de diplomatie tue la diplomatie.
Parce que la diplomatie aussi, elle est faite pour changer les réalités des femmes, les réalités des personnes. C'est une proposition et une négociation et un accord commun. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu que par moment il y a eu des présentations en bloc sur certains pays et que les gens, tout le monde est d'accord pour ce qui était présenté. C'est comme si on a atteint l'égalité et qu'on n'a plus rien à faire. C'est ça ce que j'ai eu comme sentiment. Alors que dans d'autres débats un peu moins nombreux, et je crois que c'est ça ce qu'il faut penser à faire. Le CSW ne devrait pas se faire chaque année d'abord. Il devrait se faire chaque 5-6 ans s'il le faut. Qu'il faut changer aussi de pensée, de changer des lieux. Que c'est pas normal que ça reste toujours dans le même si c'est C'est l'ONU. Oui, mais l'ONU, elle a beaucoup de headquarters. Et elle a beaucoup de grands bureaux comme Genève, comme Nairobi, au Kenya, comme... C'est vrai aussi. Oui, comme celui de l'Inde. Il y en a comme celui de Johannesburg aussi. Ce sont des bureaux pôles aussi, des régions. C'est vrai. Oui. Et donc, je crois que il y avait quand même des sujets qui étaient très bien traités au sein des side events, surtout. La déclaration, elle était très positive, mais je l'ai trouvée par rapport à la réalité des femmes que j'ai présentée tout à l'heure, et qui est très, très sombre, je l'ai trouvée un peu loin de ces douleurs de femmes, et j'aurais bien aimé avoir des débats un peu plus intenses, en profondeur, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut changer les choses, et si on n'arrive pas à changer tout à travers le mécanisme de CSW, qui est un moment de plaidoyer, où on lève les voix et on libère les voix des femmes, pour parler de leurs douleurs, quand est-ce qu'on va le faire? Je crois qu'il faut revenir à des forums régionaux, d'abord. Il y a pensé à changer de lieu pour être plus proche, aussi à organiser plus de concertation entre les États et la société civile pour qu'on puisse ne pas se sentir, comme je viens de le dire, on a senti que c'était un monde diplomatique. Très important, effectivement, cette porosité qu'on réclame entre les États et la société civile, elle est essentielle. Ouais. Nous, on a eu une réunion très fructueuse avec notre ministre et la délégation, mais je crois que c'est pas tous les pays qui ont eu cette opportunité de négocier et de discuter avec leurs institutionnels. Et c'est pour cela que j'ai dit beaucoup de diplomatie, c'est parce qu'on a eu l'impression que c'était une affaire d'État et une affaire de présentation, d'évaluation d'État, alors que c'est la société civile qui a travaillé dès le début sur Pékin, et on veut bien que ça s'arrête ce cloisonnement entre les institutionnels et l'associatif, parce que c'est dans la concertation et dans l'aspect participatif qu'on évolue tous et toutes. Merci beaucoup, cher Adem, pour cet entretien franc, sincère et cash. Cash, oui, c'est ma devise. Le cash, je l'ai déjà dit, je suis franche. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Ce podcast a été réalisé depuis les Nations Unies à New York. Merci à notre partenaire exclusif, la Fondation Raja Daniel Marcovici. Merci à toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.